Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Enfants soldats, enfants de djihadistes, enfance maltraitée, enfance déracinée dans l'œil du documentaire. C'est toute cette semaine sur Arte, à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, porte-voix de cette programmation spéciale, un rappeur, poète concerné, Oxmo Puccino, par ailleurs ambassadeur de l'UNICEF depuis 2012. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, vous n'éviterez pas la colère et les cris. C'est un film sur l'enfance, Les Misérables, prix du jury à Cannes, ex aequo avec les Brésiliens de Bacurau. Il sort en salle mercredi, un film qui détonne, choisi pour représenter la France aux Oscars. On en parle avec nos invités, le réalisateur Lajli et son co-scénariste Giordano Gederlini. Bienvenue à tous sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Ici, c'est notre vie. On suit dans ce film Les Misérables, une équipe de la BAC, la brigade anticriminalité, sur son terrain, son quartier à Clichy-Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. 3 baqueux incarnés à l'écran par Alexis Mananti, Chris, Damien Bonnard, Pento et Djibril Zonga, Guada. Mais ici, c'est aussi leur vie, celle des petits, des microbes, les jeunes du quartier. Chacun se surveille, se provoque un peu jusqu'à la bascule. La bascule, c'est la bavure, oui, justement. J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote, hein. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. C'est bon, Soumi. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! De quel respect tu me parles? Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Bonjour Giordano Gederlini. Bonjour. Et bonjour Lajli. Bonjour. Les Misérables, Lajli, c'est du cinéma ou c'est le monde tel qu'il va? C'est avant tout du cinéma, mais c'est aussi le monde réel des quartiers. De tous les quartiers? Des quartiers en France en général. Après, c'est vrai que le film a été tourné à Clichy-Montfermeil, mais ça parle de la majorité des quartiers, mais pas que. Ça parle aussi des zones rurales, ça parle aussi des gens qui habitent en campagne. C'est un film qui parle avant tout de la misère et c'est un film qui parle aussi de la France, parce que j'estime que c'est un film qui est patriote. Je crois que ça parle surtout de ton quartier, puisque c'est le quartier dans lequel tu as vécu, tu vis toujours dans ce quartier de Clichy-Montfermeil. Le film est entièrement tourné au bout de ta rue. Et je crois que c'est surtout un quartier populaire, ce qui est le point commun de certaines banlieues, certains quartiers. Ce sont ces zones qu'on appelle souvent zones de non-droit, enfin des zones où l'État n'est pas présent. Et c'est ce qu'on voulait mettre en scène ici avec Les Misérables. C'est pas votre quartier à vous, du coup, Giordano Gederlini. Vous êtes une pièce rapportée dans l'affaire. Oui, enfin, une pièce rapportée, vous allez recevoir Oxmo Puccino, on est du même quartier, on est de Place des Fêtes, le 19e arrondissement. Je crois que ça ressemble un peu aussi beaucoup à ces quartiers périurbains. C'est un travail qu'on a fait, oui, c'est un travail que les producteurs, alors, je reprends un tout petit peu l'histoire, c'était d'abord un court-métrage, et quand Lajli a eu envie de le développer pour un long-métrage, il y a eu une rencontre qui a été faite par les 2 producteurs, Christophe Barral, Toufik Ayadi, et j'ai essayé d'accompagner Laj, d'abord dans ses souvenirs, d'essayer de retrouver des éléments qu'il avait envie de porter à l'écran, et ensemble, avec aussi Alexis Mananti, on a essayé de donner une forme à tout ça.
Voilà, qui a coécrit avec vous et qui joue dans le film. Il est l'un des 3 flics de la BAC que l'on peut retrouver à l'écran. Vous l'aviez invité à le voir, ce film qui parle beaucoup, hein, vous nous dites, Ladjeli, mais qui montre aussi énormément. Et c'est chose faite. Emmanuel Macron s'est dit bouleversé par la justesse, ce sont ces mots de votre film, la justesse, par rapport à une situation visiblement bien connue. Qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui ? C'est vrai qu'après le Festival de Cannes, on a lancé un appel au président de la République pour qu'il voie le film, parce que j'estimais que c'était important qu'il se rende compte de la situation de nos quartiers. Effectivement, l'appel a été entendu. Et hier, en lisant la presse, j'ai appris qu'il avait vu le film et qu'il avait été bouleversé par la justesse. Et effectivement, oui, moi j'estime que c'est un film qui est juste, parce que je ne prends pas parti, je ne porte pas de jugement sur mes personnages. Et c'était avant tout un témoignage que j'ai voulu apporter. Moi, j'ai grandi dans ce quartier et je trouve que ce film, c'est un peu mon histoire, c'est un peu ma vie, c'est un peu la vie des habitants qui ont grandi avec moi dans ce quartier. Voilà, tout est inspiré de faits réels et c'était important pour moi d'apporter un témoignage qui soit le plus juste possible sans prendre parti. Et c'est pas du tout un film anti-policier, c'est important de le rappeler. Et au contraire, moi, j'ai voulu élever le débat et se dire que malheureusement, souvent, on a tendance à confronter les habitants de ces quartiers et la police. Et moi, c'est important de se dire que Les Misérables, c'est et ses habitants et les policiers qui travaillent aussi dans des conditions difficiles. Donc voilà, c'est un film qui parle avant tout de la misère sociale. C'est un film qui parle de la place de l'enfance dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'être un enfant, grandir là, c'est quoi leur avenir? Donc on se pose plein de questions sur cette nouvelle génération qui est là et qui nous inquiète vraiment, parce que malheureusement, de plus en plus jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes dans le quartier. Donc c'est avant tout un témoignage que j'ai voulu apporter. À Cannes, vous avez dit aussi, ça fait 20 ans qu'on est Gilets jaunes. Il y a un an exactement, les Gilets jaunes faisaient justement leur apparition sur les ronds-points. C'était une date anniversaire ce week-end. Pour vous, c'est une autre France, une autre colère, où chacun dénonce les mêmes choses? Non, moi je pense que c'est la même colère. Les revendications sont les mêmes. C'est le peuple qui... sont les mêmes, ça, il y a plein de... Ça, c'est parce que Giordano Gedalini vous fait un bof. Sur les combats, mais c'est sûr que c'est un combat laissez pas influencer. Parle de la misère avant tout. Les Gilets jaunes, ils sont dans la rue depuis plus d'un an, parce que la plupart d'entre eux travaillent et n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et c'est de plus en plus compliqué. Et il se trouve que nous, oui, en banlieue, ça fait plus de 20 ans qu'on vit cette situation et que les gens vivent dans des difficultés. C'est pour ça que je dis, moi, je comprends leur combat qui est similaire au nôtre, sauf que nous, ça va faire plus de 20 ans qu'on subit ça va faire 20 ans qu'on subit des violences policières, cette misère sociale. Donc j'espère que les Gilets jaunes pourront comprendre aussi notre combat qu'on mène depuis longtemps. Vous vouliez ajouter quelque chose, Giordano? Pas l'air d'accord, Giordano. Je suis pas d'accord. J'ai l'impression que les Gilets jaunes cherchent d'abord à défendre des acquis sociaux, à défendre ce qu'ils ont, alors que dans les quartiers, et on l'a bien vu en 2005, c'est parce qu'ils n'ont rien qu'ils sont dans la rue. Donc c'est pas tout à fait la même motivation, c'est pas la même démarche. On reste là-dessus, Ladjeli. Bon, comment la connexion s'est faite en vous avec Victor Hugo? On comprend que le livre a été écrit, Les Misérables, à Montfermeil. Il y a cette similitude, ce dénominateur commun qui est géographique, mais au-delà de ça, les Thénardier, Gavroche, Javert, qui sont les Misérables d'aujourd'hui pour vous, Ladjeli? Est-ce qu'on peut commencer par dire que Issa, c'est un Gavroche, lui, l'enfant des rues? Si on doit faire une comparaison, oui, on pourrait comparer le personnage d'Issa à Gavroche, ce jeune qui habite dans ce quartier démuni et qui est un peu livré à lui-même. Donc oui, on pourrait faire des comparaisons, mais c'était pas une adaptation qu'on a voulu faire, c'était avant tout un clin d'œil au roman de Victor Hugo. Enfin, comme je dis, moi j'ai grandi à Montfermeil, et il se trouve qu'une partie du roman de Victor Hugo se déroule à Montfermeil. Depuis gamin, on est très lié à cette histoire. Depuis gamin, on allait visiter la maison des Thénardier, qui est encore aujourd'hui à Montfermeil, la Fontaine-Jean-Valjean. Donc on avait un rapport assez particulier avec cette histoire. Et il se trouve que malheureusement, plus d'un siècle et demi plus tard, la misère est toujours présente. Et il se trouve que mon film parle avant tout de la misère. Donc voilà, avant tout un clin d'œil, et pas une adaptation. Après, on pourrait avoir quelques similitudes avec le personnage du roman de Victor Hugo, mais... Non, c'est vraiment inspiré de Gavroche. Après, c'est ça, je crois qu'on est quand même loin d'une adaptation.
le seul personnage qu'on emprunte au roman de Victor Hugo, c'est ce personnage de Gavroche, qui est un enfant, l'électron libre. Et puis ce contexte dans lequel il est, dans lequel il finit, il meurt, puisqu'on connaît tous la fin de Gavroche, c'est-à-dire sur une barricade. C'est cet autre lien qu'on va faire avec l'œuvre d'Hugo. On est dans une époque insurrectionnelle, avec Victor Hugo et avec Lajli. On retrouve ces deux liens. Il y a une petite phrase qui est célèbre autour du personnage de Gavroche qui tombe par terre et c'est de la faute à qui. C'est peut-être l'autre seule petite référence qu'on a gardée. Et bien sûr, cette phrase de fin qui a dirigé, je crois, l'écriture, qui nous a aidé en tout cas à laisser planer en tout cas le Hugo dans cette histoire pour finir ce film sur cette citation qui nous tient vraiment à cœur. Que vous voulez donner là? Non, parce que je trouve que c'est toujours... Il faut aller la découvrir directement en salle. Là. Allez, je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Bien sûr, pas une adaptation, mais une évocation de ce texte transposé dans une France, celle d'aujourd'hui aussi. Des flics qui jouent au cow-boy avec les enfants du quartier, des pistolets à eau, des enfants au flashball des policiers, des jets de pierre aux matraques. Chacun se jauge, chacun s'observe, chacun se surveille aussi dans votre film. La rue, ça reste un univers très masculin pour vous, Lajli? Oui, bien sûr, enfin, ça reste très masculin. Après, c'est vrai, c'est une question qui revient souvent, la place des femmes dans mon film. Bon, après, les femmes, elles existent, elles sont présentes. Mais même au-delà de ça, sur les codes et les mythologies qui animent la rue, cette culture de la rue. C'est très masculin, c'est beaucoup de rapports de force, c'est beaucoup de violence. Et après, moi, je me mets à la place d'une femme qui habite dans ce quartier. Je n'ai pas envie de traîner en bas des tours ou à me faire contrôler ou palper par cette équipe de la BAC. Donc, ça reste avant tout un univers masculin. Et c'est ce qu'on dénonce, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cette absence de filles, de femmes, dans les rapports de force de cette société qui est essentiellement ici dans la rue, au pied des immeubles, il reste quoi? Des types qui sont là à se jauger, à faire... on se croirait dans un panier de crabes, c'est-à-dire à qui va être le plus costaud. Et c'est vraiment dans un western aussi. Oui, c'est ça, il y a un côté western, d'où ces petites références avec évidemment ces enfants qui sont comme des Indiens qui attaquent la diligence dans cette scène qui est assez ironique. Mais c'est ce qu'on dénonce aussi, c'est-à-dire que les solutions données par ces types qui sont que des solutions à la testostérone extrêmement violentes, ça nous conduit à quoi? De la violence, encore plus de violence, à des rapports de force dans lesquels il n'y a aucune discussion. C'est à qui crie le plus fort, à qui dit « c'est moi la loi ». Donc c'est cette zone de non-droit qui nous semblait intéressante à explorer ici. Et les femmes, à commencer par les mères, sont présentes dans la vie du quartier et dans votre film aussi, mais un peu plus à la marge, comme si elles étaient plus responsables. Elles ont toujours cette parole-là, en tout cas devant votre caméra, comme si aussi cette guerre n'était pas totalement la leur. Oui, mais c'est vrai qu'elles sont vachement présentes et on peut avoir cette fameuse séquence où Chris débarque sans vraiment d'autorisation chez la mère d'Issa et on découvre une dizaine de femmes qui s'organisent de l'intérieur avec cette fameuse séquence où ils font une tantine. Une tantine, c'est un moyen de se prêter de l'argent sans intérêt. Donc les femmes, elles sont là, elles existent, elles s'organisent entre elles et elles ont un rôle important. Oui. Et elles tiennent les cordons de la bourse et elles s'occupent aussi du budget des maisons pendant que les garçons jouent à la guerre. Oui. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les scènes du marché, c'est-à-dire qu'on voulait aussi montrer le quartier comme un village. Moi, je venais régulièrement avec Ladj et on s'est beaucoup promené, il m'a fait visiter la ville et j'étais étonné par ça, par ce côté village, tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde connaît la maman de l'un et de l'autre, donc elles surveillent pas seulement leur progéniture, leurs gamins, mais aussi tous les autres enfants du quartier et ça c'est assez frappant et cette ambiance village. Extrait d'une autre séquence, la patrouille circule et contrôle 3 jeunes filles qui sont à l'arrêt de bus. Bonjour, mesdemoiselles. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Quoi? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? C'est à toi, ça? T'as quel âge, toi? 15. 15 ans? Et à 15 ans, tu fumes? Ça sent le shit, ça? Hein?
Bon, il est où? Tu l'as mis Vous où? avez pas le droit de me filmer. Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où? Vous avez pas le droit de me filmer comme ça. Comment ça, j'ai pas le droit? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris? Mais c'est pas normal. Ferme ta gueule, toi. Vous avez pas le droit de faire ça. Tu veux faire 48 heures? Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit. Eh, c'est bon, c'est bon. Ça va, je gère. T'as trouvé ça où? Tu veux que je continue à te palper ou pas? Tu fais quoi, là? Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Qui conne, va. Allez, dégagez, là. Toi, arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Hein? Extrait des Misérables, votre film qui sort en salle mercredi. Un tournage à Montfermeil, vous l'évoquiez en ouverture de cette discussion. Ça a dû être l'événement, ce tournage là-bas. Ah oui, bien sûr, ça a été un événement. Enfin, comme je dis, moi, ça va faire plus de 10 ans que j'essaie de monter ce film. Et il se trouve qu'avec notre collectif Courtrage Mai, ça va faire plus de 20 ans qu'on tourne sur les territoires. Donc les gens sont quand même assez habitués à nous voir. Mais le fait de tourner mon premier long métrage, c'est vrai que ça a été un moment fort, important. Et surtout, tout le quartier a été impliqué. Enfin, on a embauché plus de 200 personnes sur Clichy-Montfermeil. Tous les gamins que vous voyez dans le film, c'est les gamins qu'on a castés dans la cité, qui n'avaient pas spécialement d'expérience, ou voire limite jamais d'expérience dans le cinéma. Donc pour nous, c'était un vrai pari de se dire qu'on allait travailler et avec ces professionnels et avec les habitants, parce qu'il se trouve que c'est aussi leur histoire et c'était important de les impliquer dans ce projet. Il y en a qui n'ont pas trop aimé l'idée que vous filmiez la vie du quartier. Non, franchement, non. Clairement, là, sur le tournage, on a eu vraiment zéro problème. Mais tout le monde a suivi joue le jeu, tout le monde nous a suivis, les gens nous ont pas mal aidés parce qu'il se trouve qu'on a eu très peu d'argent pour faire ce film, donc tout le monde a joué le jeu et tout le monde s'est vraiment impliqué dans la vie là. Donc ce film a dérangé personne? Parce qu'il y en a un des policiers à un moment qui dit « c'est moi la loi ». Or ce que vous montrez tous les deux dans ce film, Les Misérables, c'est qu'ils sont loin d'être les seuls à faire la loi. Parce que justement, les pouvoirs publics se sont retirés de ces quartiers. D'autres ont pris le relais pour faire en sorte que la situation tienne. C'est cette idée de « ma cité va craquer aussi ». Comment faire pour que ça tienne malgré tout? Comme on dit, c'est des zones de non-droit qui ont été totalement abandonné par les pouvoirs publics. Donc à partir du moment où il y a un territoire qui est abandonné, d'autres personnes se l'accaparent. Et on le voit dans le film, c'est différents groupes qui essayent de faire régner la loi. Et l'objectif de chacun, c'est que ça ne dégénère pas. Donc c'est beaucoup de compromis, il y a beaucoup de rapports de force, mais c'est aussi beaucoup de discussions, des arrangements, que ce soit entre les habitants, les policiers, les différents groupes dans le quartier. Donc on essaye de discuter pour trouver des solutions pour pas que ça dégénère. Alors, il y a les gitans, il y a cette figure, les gitans, cette figure du maire, les frères musulmans aussi, avec Salah, qui a un rôle très important dans le film. Il y a les dealers, il y a tous ces personnages, et ils mettent tous la pression. Ils se mettent la pression les uns sur les autres pour voir qui va contrôler le quartier. Et les premières victimes, ce sont les enfants. C'est-à-dire qu'eux subissent, du début jusqu'à la fin, cette lutte de pouvoir. Et ils sont les premiers à être fragilisés par ça, à ne plus savoir quoi faire, aller vers qui. On a fait le choix aussi de raconter cette histoire en plein été. Alors c'est pas seulement une référence au cinéma de Spike Lee, que ce soit Do the Right Thing ou Summer of Sam, mais on voulait cette ambiance où les adultes sont un peu absents de ce circuit-là pour justement mettre en avant cette lutte entre gens qui aimeraient être les dominants, ceux qui contrôlent le quartier, et que les enfants subissent constamment. Ah, parce qu'on parle, on n'est pas entendu. Ouais, le seul moyen de se faire entendre, c'est avec des pierres. Mais entendre, donc vous avez des choses à dire alors? On a beaucoup de choses à dire. Alors vas-y, dites-le. Qu'est-ce que vous avez à dire? On a à dire quoi? Qu'on existe. On existe, on est là. On n'est pas des chiens. Bah ouais. Et tu crois que c'est sans flics que les choses vont s'arranger? C'est pas sans flics, mais avec des flics qui flambent, eh ben ça le fait pas. On va aller rentrer chez vous là. Ça sert à rien de niquer les keufs là. Ça va rien changer. Allez. Extrait de 365 jours à Clichy-Montfermeil, sorti en 2007. Ladjeli, c'est vous qui filmez à ce moment-là. C'est un retour sur les révoltes, la révolte sociale et populaire de Clichy-sous-Bois en 2005. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. 25 ans à cette époque-là. Il se trouve que ce drame a eu lieu en bas de chez moi. Et donc automatiquement, je suis sorti avec ma caméra, vu que je suis l'homme à la caméra, je filme tout ce qui se passe autour de moi. Et voilà, en découvrant ce qui s'est passé, j'ai commencé à filmer. Au début, je pensais que ça allait durer quelques jours, et finalement, j'ai filmé pendant plus d'1 an dans ce territoire, où j'ai donné la parole aux habitants. Et c'était
le seul point de vue qu'on avait de l'intérieur, parce qu'à cette époque-là, on avait les médias, les journalistes qui venaient du monde entier, et personne ne pouvait vraiment filmer de l'intérieur, et il se trouve que j'étais la seule caméra qui avait accès à ce territoire, et donc j'ai essayé en tout cas de donner la parole aux habitants, aux révoltés, parce que souvent on dit des émeutiers, mais moi j'appelle ça les révoltés, c'est des gens qui vivent dans une situation compliquée depuis longtemps, et malheureusement c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec ce drame. Et voilà, c'était important de témoigner de ce qui se passait une fois de plus de l'intérieur. De cette colère, de ce cri, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a changé, au contraire? Malheureusement, pas grand-chose. Il se trouve depuis 2005, ça va faire plus de 14 ans. Les choses n'évoluent pas plus que ça. Après, je dirais pas que rien n'a changé. Il y a eu quelques changements, mais il reste encore beaucoup à faire. On a beaucoup parlé de cette génération à ce moment-là, des grands frères après les événements de 2005. Certains à Clichy se sont engagés, avec par exemple le collectif Assez le Feu, qui se définissait comme un porte-parole des banlieues. Alors c'est toujours compliqué de prétendre ou dire incarner les banlieues, mais en même temps, il y avait cette parole qu'il fallait porter plus haut, faire remonter cette parole des quartiers. Pourquoi ça reste si difficile pour vous? Où est-ce que vous situez le plafond de verre que vous êtes en train de réussir à percer un peu avec votre film Ladjli, Les Misérables? C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, moi, quand je prends un peu mon parcours et l'expérience, enfin, je veux dire, on part avec beaucoup de difficultés. Après, je suis pas là à me plaindre, on va pas commencer, mais je veux dire, voilà, il a fallu se battre, il a fallu faire 10 fois plus, et il a fallu s'accrocher, jamais lâcher l'affaire pour arriver où j'en suis arrivé. Mais c'est vrai malheureusement, quand on habite Clichy, Montfermeil, tout de suite, on part presque avec un handicap, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'on sait bien que ce sont des quartiers avec une très forte majorité de population d'origine immigrée, et beaucoup d'entre eux ne votent pas. Et un quartier où on ne vote pas, on ne s'intéresse pas à lui, parce que ça fera élire personne. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours fragilisé ces quartiers-là. C'est-à-dire que on a énormément d'associations extrêmement militantes, extrêmement engagées, qui essayent que ce soit dans la culture. Tu disais que toi, tu as toujours été en vacances quand tu étais gamin. C'est les premières subventions qu'on sautait depuis quelques années. Les gamins sont effectivement dans la rue en plein été, c'est ce qu'on voulait montrer dans le film. Et ça, c'est quelque chose qui pénalise énormément ces quartiers. Comme on voit sinon avec des cas de clientélisme, avec la figure du maire qui est présente aussi pour faire régner une certaine paix sociale à travers le quartier. Ma clique Courtrajmé ici présente, Kim Chapiron, Romain Gavras, Mouloud Assour, JR, Oxmo Puccino, Vincent Cassel et tous les membres, parce qu'on est beaucoup. Toumani Sangaré, chef du village de Garalo. Merci les gars pour cette aventure. Montfermeil les Bosquets, j'oublie pas d'où je viens, c'est important. Super important. Voilà. C'est juste dire qu'aujourd'hui c'est possible, on part de rien, on n'a pas fait d'école de cinéma, ça fait 20 ans qu'on se bat et finalement aujourd'hui on se retrouve là en compétition officielle, c'est beau. Vous, à Cannes, Ladjli, remerciant votre clique, votre famille et notamment les membres du collectif Courtrajmé créé en 1994. Pas d'école de cinéma pour vous? Non, après autodidacte, on ça a vous tout a appris manqué sur le tas. Non, je pense pas, enfin je sais pas, je pense pas, enfin moi ça m'embête un peu de rentrer dans les cases ou de faire un peu comme tout le monde, donc là aujourd'hui, le fait de ne pas avoir fait d'école de cinéma, j'estime que je garde une certaine liberté, une façon de faire qui est peut-être différente. Donc c'est peut-être pas plus mal. Mais derrière l'envie d'en créer une, quand même, c'est la suite de l'aventure Courtrajmé. Bien sûr. Après, qu'est-ce qui est important dedans? Pardon, c'est l'éducation à l'image aussi. Vous voulez c'est transmettre? un tout. C'est déjà donner accès à cette génération au milieu du cinéma, parce que le milieu du cinéma, c'est un milieu qui reste assez fermé, difficile d'accès. Les écoles, elles sont difficiles d'accès et très chères. Donc voilà, nous, avec toute l'expérience qu'on a pu acquérir ces 20 dernières années, on s'est dit que aujourd'hui, c'est possible de faire du cinéma sans passer par ces écoles. Et donc, on a créé notre propre école qui s'appelle l'école Courtrajmé, qui est une école qui est gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Donc, on a essayé d'un peu de casser tous ces codes pour que les gens qui n'ont pas forcément accès à ce domaine puissent avoir la chance de pouvoir faire du cinéma. Et donc, on propose des formations au scénario, à la réalisation, à la post-prod. On vient de lancer une nouvelle session qui démarre en janvier. D'ailleurs, on a lancé l'appel à candidature pour la session Art Image avec l'artiste JR.
On lance une session d'acting l'année prochaine. Et surtout, l'école, c'est la première qu'on a créée, c'est à Clichy-Montfermeil. On ouvre 5 écoles en Afrique, on en ouvre une à Angoulême en septembre 2020. Donc l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir un maximum d'écoles pour que les gens puissent avoir la chance d'être formés à ces métiers du cinéma. Voilà. Je reconnais bien là, Lajli. Il a réussi à entrouvrir une porte et de façon magistrale avec ce film. Et il laisse l'épaule collée à la porte pour que les autres puissent rentrer. Et je trouve cette démarche hyper touchante parce que des gamins qui, comme lui, ont rêvé de faire du cinéma, il essaye de rendre ça accessible. C'est une école où il n'y a pas besoin d'avoir un baccalauréat, il faut essayer de s'inscrire. Je dis essayer parce qu'il n'y a que, je crois, 20 ou 30 places pour 2000. Malheureusement, on a je peux prendre un exemple. Pour 30 places, la première année, on a eu 1600 candidatures. Et là, pour cette promotion qui a démarré il y a un mois, pour 45 places, on a plus de 2000 candidatures. Donc, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande, les gens ont envie. Et malheureusement, on ne peut pas tous les recevoir. Donc, d'où l'idée d'essayer de monter d'autres écoles. C'est un travail que fait Lajli depuis un moment, c'est-à-dire donner la parole. Le documentaire que tu avais tourné. Ça, c'était à voix haute. Avec Stéphane de Freitas sur les concours d'éloquence, film dont on a pas mal parlé ici. Toujours présent sur le terrain, essayer de donner, j'allais dire tendre le micro, parce que j'ai un micro devant moi, et tendre sa caméra, qui est des échanges, des regards, et c'est ce que tu es en train de faire avec cette école. Je trouve ça vraiment remarquable. Lajli, les deux films, à la fois le drone piloté dans votre film Les Misérables par Buzz, et la caméra que vous maniez, quelle différence entre ces images prises par drone et celle par votre caméra? Non, est-ce que il c'est n'y a le pas vraiment regard? de différence. Moi, j'ai toujours filmé avec ma petite caméra numérique et il se trouve qu'aujourd'hui, le drone, ça s'est modernisé, tout le monde l'utilise. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de mettre le drone dans le film et aussi, ça permet aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de comprendre aussi ce territoire, géographiquement ce territoire. Donc, pour moi, ça faisait sens et même le fait que ce soit Buzz, le personnage de Buzz qui l'incarne, qui est aussi mon fils dans la vraie vie. Donc voilà, je me suis dit que c'était la bonne idée. La différence, c'est pas la subjectivité du réalisateur. Pardon ? La différence, c'est pas la subjectivité du réalisateur entre l'œil qui est derrière la caméra et les mains qui pilotent le drone, qui vont filmer. Bien sûr que c'est de la mise en scène, mais c'est ce regard omniscient, ce drone qui traîne dans le quartier. Il y a aussi une détermination derrière, qui est celle d'observer et de donner à témoigner. C'est déjà aussi une démarche extrêmement similaire. Elle n'est pas là par hasard, cette caméra. Et la caméra de Lajli mettant en scène n'est pas là par hasard non plus. C'est pour ça que je maintiens ce lien entre les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Un message à transmettre à Oxmo Puccino, qui sera notre invité dans une vingtaine de minutes. Tonton Ox, c'est un ami de longue date, un poète Justement. incroyable. Donc, salut Ox. Et dans la course aux Oscars, Michael Mann, Catherine Bigelow ou encore Spike Lee vous soutiendront, paraît-il, pas mal les parrains américains. Merci d'aller nous représenter là-bas et merci d'être passé autour de cette grande table. Les Misérables sort en salle mercredi. Allez le voir.